Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Je suis Boakwasi à Serifix, je vais très bien. Et dans juste 2-3 minutes, je vais commencer mon live de jour. Et je vais m'adresser à la jeunesse africaine en général et la jeunesse ivoirienne en particulier. Parce que en Afrique, c'est notre seule richesse, la jeunesse. Et nous devons absolument informer les jeunes. On doit absolument leur expliquer les vrais enjeux. On doit leur expliquer vraiment ce qui se passe dans le monde afin qu'ils puissent prendre conscience et défendre leur terre, défendre leurs intérêts sur la terre de leurs ancêtres, afin que plus jamais, je dis bien plus jamais, ils soient la risée de qui que ce soit dans le monde, et que la terre d'Afrique soit un sol où il fait bon vivre pour tous ceux qui y sont. Ma grande sœur Badou Constance, bisous à toi depuis ta position. Merci d'être là. Merci de partager la vidéo, c'est très important. J'espère que le son est bon, la musique n'est pas trop forte et que tu m'entends bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes parce que les restrictions de Facebook font qu'on ne voit plus combien de personnes sont en live. On ne sait plus trop ce qui se passe, mais à la fin, on peut savoir à peu près le nombre de personnes qui ont vu la vidéo. Donc, on y va comme ça quand même parce que nous avons un message à donner, nous avons des choses à dire afin que le message puisse être compris. C'est le plus important. Voilà. Donc, tu me dis s'il te plaît en commentaire si le son est correct, si on m'entend bien, si la musique n'est pas trop forte. Est-ce que vous pouvez me le dire s'il vous plaît pour ceux qui se connectent actuellement? Je souhaiterais vraiment que on puisse avoir cette information avant qu'on commence le live, s'il vous plaît. Donc, ma grande sœur, j'attends ton commentaire, ou bien les autres personnes qui se connectent, j'attends le commentaire, un commentaire pour me dire que c'est bon, on m'entend bien, et puis on va commencer. Ah, Maréchal Sorgues, tu es là, merci beaucoup d'être là, ça me fait plaisir. J'espère que tu as partagé la vidéo. Il faut partager la vidéo, mettre les cœurs et tous les qu'est-ce qu'il y a pour que ça puisse voyager. Parce que la vidéo qu'on a fait, je crois il y a 3-4 jours, on est parti peut-être dans les 30 000 vues et tout ça. Et je pense que par rapport à la qualité de ce que nous disons, si 30 000 personnes ont écouté, c'est le top. C'est le top. Parce qu'à une époque, on n'arrivait pas à avoir 60 personnes qui voyaient nos vidéos. Donc aujourd'hui, si on est passé à une autre étape, c'est que vous partagez, c'est que vous êtes vraiment des personnes ressources qui relayez la qualité de nos vidéos et ça fait que le résultat sur le terrain est clair. Ok, merci. On dit que le son est bon, donc c'est bon. On va parler tranquillement et là, je m'adresse aux jeunes. Si vous avez des enfants avec vous, des jeunes de 16, 17, 18, 19, 20 et plus, il est important que vous puissiez leur donner la vidéo, leur transmettre ça par message. Je ne sais pas comment vous pouvez transférer ça pour qu'ils puissent écouter bien l'enregistrer afin que en famille, parce que c'est important, on puisse écouter et puis en discuter pour voir si ce que je dis ici, ce que nous disons, nous qui cherchons à faire de bonnes choses, si ce qu'on dit a du sens, si ce qu'on dit est réel, si ce qu'on dit est vraiment factuel. Parce qu'on ne veut pas gâter notre crédibilité. Ça, c'est très important. Puisque nous avons des visions de grandeur de l'Afrique, nous avons vraiment des choses qu'on veut faire pour l'Afrique. Donc, quelque part, la crédibilité compte beaucoup. Bernard Assa, bonjour, merci, merci, merci pour tout. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, c'est très important. Alors, si vous avez des jeunes frères et sœurs, enfants, qui ont passé 15 ans et qui doivent comprendre ce que nous disons ici, il faut leur transmettre la vidéo ou bien l'écouter avec eux. Et puis vous en discuter. Parce que c'est comme ça, je vous assure, que c'est comme ça qu'ils vont prendre conscience. Et au lieu d'être dans les bérets, dans les amusements, ils vont commencer à réfléchir à leur avenir. Et ils vont faire poser les pas qu'il faut et les actions qu'il faut pour que cette Afrique qu'on veut leur léguer, libre, souveraine, et surtout chic, intéressante, leur reviennent de plein droit et qu'ils puissent vivre le paradis sur terre, sur le continent africain. Donc il est important
de partager nos vidéos aux jeunes, de leur expliquer ou bien de jouer la vidéo carrément, comme si vous l'avez enregistrée, et d'en discuter. Ah, qu'est-ce qu'il a dit ici? Est-ce que ce qu'il dit ici, là, c'est normal, c'est bien? Vérifions sur Google. Vérifions, vérifions, vérifions. Et quand vous allez voir que les gens vont commencer maintenant à dire, ah ouais, les gens ont dit ça, il n'y aura plus de politiciens. Il n'y aura plus de personnes véreuses qui pourront venir facilement, sans vergogne, leur raconter que la terre est carrée. Les enfants pourront leur répondre parce qu'ils auront appris des choses. Donc, il est important que vous puissiez partager la vidéo, s'il vous plaît. Et merci beaucoup d'être là. Alors, on va commencer tranquillement, vraiment tranquillement, puis on va monter en force et en puissance, d'accord? Alors, je vous demande de mettre les cœurs. Je vous demande de mettre les cœurs, s'il vous plaît, de mettre les pouces, de mettre tout ce qu'il y a pour que on puisse avancer tranquillement. Alors, j'ai reçu des questions, j'ai reçu des messages en inbox de jeunes qui m'ont posé des questions par rapport à toutes les crises que nous avons connues en Côte d'Ivoire depuis l'avènement de M. Dramane Ouattara sur le territoire ivoirien. Et vraiment, c'est un peu difficile à répondre dans tous les sens. Il faut qu'on puisse au moins vous donner une trame, une genèse et vous expliquer surtout que c'est pas en fait l'individu Dramane Ouattara qui est à la base de tout ça. Non, c'est ceux qui ont colonisé la Côte d'Ivoire et qui veulent la garder comme leur base privée, comme leur chose, afin de pouvoir l'utiliser comme ils le souhaitent en fait. Et M. Dramane Ouattara n'est qu'un instrument de ce système, voilà, et de ces gens. Donc, mais il faut qu'on vous explique quand même pourquoi, d'après ce que les gens disent, on paraît faible, on paraît toujours les demandes. On a l'impression qu'on est toujours les plus faibles en Afrique. En Côte d'Ivoire, on n'est pas fort, on est corrompu, et tout ce qui se passe comme problème en Côte d'Ivoire, c'est nous-mêmes qui sommes responsables, parce qu'on est incapable de gérer nos ressources, on est incapable de faire beaucoup de choses. Ça, c'est le narratif des gens, c'est ce qu'ils expliquent toujours, c'est ce qu'ils disent. Et c'est comme ça même que les jeunes se sentent. Parce que quand un jeune qui commence à avoir 15, 16, 17 ans, aujourd'hui, a l'impression que tout ce qu'il doit avoir, ça doit venir d'un tonton, d'une tante, de quelqu'un, papa, maman et tout ça, et qui ne voit pas son avenir lui-même en tant que personne ressource, personne qui peut créer des richesses. Ceux qui sont à la tête de tout ça, le colon, je dis bien le colon, il est content. Parce que dans la tête de jeune Ivoirien, du jeune Africain, il faut qu'il ait l'impression que sans quelqu'un, il ne peut rien faire. C'est très important. Quand tu as compris ça, là, que tu as l'impression que c'est vrai, hein, je ne peux pas faire ça sans l'aide de ceci, sans l'aide de cela. Alors que toi-même, tu es une entité qui peut créer des richesses. Et dans le monde entier, ceux qui peuvent créer des richesses, c'est les jeunes. C'est la population et ce sont les jeunes. Parce qu'ils ont la force physique et ils ont la force dans la tête aussi. Parce qu'ils réfléchissent aussi. Les gens souvent ont tendance à prendre des jeunes pour des farfelus, des gens qui veulent que s'amuser, qui veulent faire que des bêtises, des conneries, mais ils ne mettent pas l'accent sur le côté réflexion de la jeunesse. Il y a des jeunes qui sont de vrais talents. Il y a des jeunes qui réfléchissent vraiment bien. Il y a des jeunes qui pensent très bien. Mais ces jeunes-là, ils sont un danger pour les plus âgés qui ont le pouvoir et qui ne veulent pas le partager. Voilà pourquoi les gens font tout pour mettre de la distraction, pour que les jeunes distraits puissent être toujours surpris le jour où il y a les grandes décisions qui sont prises. Donc nous, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a décidé d'expliquer à la jeunesse dès le départ, avec l'aide des parents, qui vont prendre nos vidéos, qui vont écouter et qui vont les transmettre à ces jeunes-là et leur expliquer, afin que eux, ils puissent maintenant se rendre compte des vrais enjeux qui sont en train d'être joués actuellement par rapport à leur avenir, afin qu'ils puissent prendre leurs dispositions et mettre en place ce qu'il faut pour que plus jamais un jeune Ivoirien, plus jamais un jeune Africain, à partir de cet instant, se fasse encore avoir par le même système et par les mêmes erreurs que les vieux ont fait auparavant.
Donc voilà le but de la vidéo. Alors, on a demandé, mais pourquoi on est faible, pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais c'est tellement simple. Vous savez, si vous avez remarqué, hein, pour les jeunes, et vous allez voir le rôle de l'Occident dans le deux poids, deux mesures. En Afrique, quand il y a un conflit, quand il y a un problème qui explose, qu'est-ce que l'ONU fait? On dit l'ONU, hein, mais qu'est-ce que les Occidentaux font? Pardon. La première des actions, c'est de faire en sorte que les armes ne puissent pas arriver en Afrique avec la loi des embargos. Dès qu'il y a un conflit en Afrique, les gars mettent un embargo. Si vous avez remarqué, à chaque fois, ah non, l'ONU, la décision 1447 ou bien quoi, a décidé de mettre un embargo sur les armes dans tel pays, dans tel pays, dans tel pays. Et c'est toujours les pays africains. Parce que quand il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de guerre. Les gens ne pourront pas se taper dessus si on ne leur donne pas d'armes. Alors que c'est les pays qui sont attaqués, hein, et qui doivent se défendre, mais on leur met un embargo quand même. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Et vous vérifiez vous-même. Vous allez voir la crise de la Côte d'Ivoire en 2000, quand il y a eu le problème en 2002. Qu'est-ce que la France a fait? Elle est partie à l'ONU pour dire que oui, il faut un embargo, pour diviser le pays en deux, pour séparer les gens, et puis les gens ne peuvent plus avoir d'armes pour faire la guerre. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant-hier en Ukraine? Quand la Russie a attaqué l'Ukraine, qu'est-ce qui s'est passé, les frères et sœurs? Ils ont mis un embargo sur l'Ukraine pour arrêter la guerre contre les Russes? Ou bien eux-mêmes, ils ont commencé à mettre de l'argent pour donner des armes à l'Ukraine pour se défendre contre les Russes? Vous voyez un peu le double jeu? Vous voyez un peu le deux poids, deux mesures? Quand c'est en Europe, on fait comme ça, mais quand c'est en Afrique, on fait autrement. Et pourquoi ils font ça? Mais c'est facile à expliquer, les frères. Les jeunes, il faut que vous puissiez connaître l'histoire du monde. Il faut connaître l'histoire, par exemple, de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Vous savez, la Première Guerre mondiale en Europe, quand ça a commencé avec l'assassinat de l'archiduc Ferdinand, je ne sais plus c'était dans quel pays, en Autriche ou bien je ne sais pas où là, non, c'était à Sarajevo, je crois. Sarajevo, où ils ont abattu l'archiduc Ferdinand et ça a donné lieu à la guerre mondiale. Sur le champ de bataille, les soldats français en particulier n'étaient pas assez nombreux pour pouvoir combattre les Allemands. Et ils ont été obligés d'aller chercher dans leur colonie des hommes, de la force vive, des jeunes, pour pouvoir combattre avec eux à leur côté afin de repousser les Allemands. Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué sur le champ de bataille? Parce que c'est important que vous puissiez savoir ces détails-là. Les Africains qui venaient, qui pour la plupart n'avaient pas le maniement des armes et tout ça, ont rapidement capté comment utiliser les armes. Ils ont rapidement capté les techniques de guerre et surtout avec eux-mêmes ce qu'ils connaissaient comme science africaine, réussissaient à déjouer les attaques des Allemands sur le terrain. Dans toute la partie où il y avait la grande bataille en Lorraine, les petits bataillons d'Africains, 6 000 soldats, 7 000 soldats, qui partaient contre 30 000, 40 000 Allemands, les 6 000 soldats africains réussissaient à tenir la dragée haute à ces milliers d'Allemands qui étaient surpris, qui étaient étonnés, qui étaient effarés devant la dextérité des Africains sur le champ de bataille. Ah, les gars, ils étaient paniqués, ça les effrayait même. Mais ça, ils ne vont jamais dire ça dans les livres d'histoire. Et les Africains étaient tellement vaillants au combat qu'ils réussissaient à faire des choses extraordinaires et ça affaiblissait les Allemands sur le champ de bataille. Donc, les Africains qui venaient combattre pour la France ont montré beaucoup de potentialité. JM Kassamoto, Kassabrown, comment tu vas? Kamiton Kama, big up à toi, Otep, triple Otep. Ils ont montré que les Africains sont forts quand ils ont les armes en main. Et c'est là que les gars maintenant ont commencé à observer les Africains. Ils ont dit, ceux-là, si jamais on leur donne des armes, chez eux en Afrique là-bas, ben nous, on ne pourra plus les écraser comme avant. Parce que s'ils retournent les armes contre nous, ça va être chaud.
une preuve historique de ce que je suis en train de vous dire. Vous savez qu'il y a un pays au monde qui n'a jamais été colonisé, en Afrique, qui n'a jamais été colonisé. Les gens, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, n'ont jamais pu coloniser ce pays-là. Vous savez, c'est lequel? Est-ce que quelqu'un peut m'écrire le nom du pays qui n'a jamais été colonisé par un Européen? Et je vais vous expliquer pourquoi. Kamiton Kama, JM, Kasamoto. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire en commentaire ce pays qui n'a pas été colonisé? Merci Kamiton. L'Éthiopie, merci Maréchal Sorguès. L'Éthiopie, c'est important que je puisse avancer avec cette façon de faire pour que les enfants, les jeunes qui vont regarder cette vidéo puissent comprendre vraiment les détails de ce qu'on dit. L'Éthiopie. Mais pourquoi l'Éthiopie n'a pas pu être colonisée? Parce que c'est l'Italie qui voulait coloniser l'Éthiopie. L'Italie est partie avec des armes, avec une armée puissante pour conquérir l'Éthiopie, mais ils ont pris défaite en Éthiopie. Vous savez pourquoi? Simplement parce que les Éthiopiens, avant que les Italiens les attaquent, les Éthiopiens avaient signé des contrats avec certains pays européens pour acheter des armes. Vous comprenez? Pour acheter des armes. Et il y en avait qui acceptaient, il y en avait qui refusaient. Et quand les gens se sont rendus compte que l'Éthiopie avait quand même un certain stock d'armes, ils ont voté une loi là-bas pour dire non, non, c'est bon, on ne vend plus d'armes à ces Africains-là parce qu'ils commencent à en avoir trop, il faut qu'on bloque. Et l'Italie a réussi à faire arrêter les ventes d'armes avec l'Angleterre et tous ces pays-là. Vous comprenez, non? Donc, le peu d'armes que l'Éthiopie avait là, ils ont attendu les Italiens et ça, qui avaient toute une armée avec plein de choses. Et quand ils se sont croisés sur le champ de bataille, de toute façon, ils ont chicoté l'armée italienne. De toute façon, ils les ont limés. Les gars n'en revenaient pas. Et la rumeur est partie dans tous les pays d'Europe. Ah! C'est quel truc ça? Il s'est passé quoi là-bas? Et puis avec les canons, les avions, tout ce qu'on a en Europe comme instrument de guerre, on n'a plus de défaite en Éthiopie. Simplement parce que les Africains, avec des armes en main, sont très redoutables. Et c'est de là qu'est partie la crainte de l'occidental à vendre des armes sérieuses aux Africains. Depuis ce temps, exactement, la conférence de Berlin, depuis ce temps, les gars en Afrique, là, ce qu'ils donnent comme armes, c'est vraiment le bana, les petits trucs, les armes pour mater la population, ou bien, mais jamais des armes sérieuses pour pouvoir faire des guerres sérieuses. Ça, là, allez vérifier les enfants, c'est factuel. Voilà pourquoi en Côte d'Ivoire, depuis la colonisation, nous avons eu une armée qui est formée par l'armée française, par des instructeurs français, qui leur donnent juste le b.a.-ba pour pouvoir tenir une arme banale, mais ils ne leur donnent pas les vraies armes et les vrais moyens de pouvoir maîtriser les armes sérieuses. Voilà pourquoi nos armées sont toujours des armées qui font rire. Tout simplement, n'allez pas chercher loin que les Africains ne sont pas capables. Non, non, non. Parce qu'avec les accords coloniaux que Houphouët a signés à l'époque avec le général de Gaulle pour pouvoir avoir une pseudo-indépendance, dans ces contrats coloniaux qu'ils ont mis là, la France doit former les militaires ivoiriens. La France doit fournir des armes aux Ivoiriens. Mais quel genre d'armes? Là, par contre, ce n'est pas bien détaillé. Mais ce ne sont que des petites armes non létales d'après eux-mêmes. Merci, Maréchal. Donc, vous voyez, bonjour Hercule, bonjour et bienvenue. Donc, il est important que vous puissiez comprendre que nos armées là, vous voyez nos camps militaires, tous nos militaires là, ils n'ont pas les vraies armes avec eux. Ils n'ont pas toute la technologie d'aujourd'hui, ils n'ont pas toutes les choses avec eux. Ils ont juste le minimum. Maintenant, ceux qui ont les vraies armes là, ce sont les gars du 43e BIMA. Ce sont les instructeurs qui viennent d'après eux former les gens. Mais en fait, ce n'est que pour endormir nos armées. Endormir nos gens et les maîtriser au cas où il y a un problème. Et l'exemple palpable que je vais vous donner encore par rapport à des faits historiques, n'allez pas loin, cherchez en 2004. 2004 en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé en 2004 en Côte d'Ivoire?
Quand le président Gbagbo et son gouvernement ont voulu mettre fin à la rébellion armée, au terrorisme, parce que ce n'était même pas des rébellions, c'était des terroristes. Quand le président Gbagbo a décidé de mettre fin à ça avec l'opération Dignité, vous vous souvenez de ça? Les 2-3 avions que la Côte d'Ivoire avait, là, les 2-3 Sukhoi, je dis bien 2-3 hein, pour une armée d'un pays, les 2-3 Sukhoi, et puis il y avait l'embargo aussi. Quelques hélicoptères, des petits trucs, vraiment des petits trucs de la plaisanterie, quoi. Parce que quand on a un pays, normalement on doit avoir vraiment une armée conséquente, mais c'était de la plaisanterie à l'époque. Mais avec ces petits jouets-là, l'armée ivoirienne a quand même réussi à prendre le dessus sur les terroristes qui étaient à Boaké. L'armée ivoirienne est rentrée dans Boaké. Les terroristes étaient repliés dans le nord. Ils avaient fui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont inventé un truc avec cette histoire du camp de soldats français, je ne sais pas quoi, qui a été bombardé. C'est-à-dire que le président Gbagbo sait très bien que la France est une puissance nucléaire. La France est le patron de la Côte d'Ivoire. Jacques Chirac est l'ami de Gbagbo, les deux causes. Et puis maintenant, le président Gbagbo va se lever pour aller bombarder un camp de Français exprès pour provoquer la France. Même si on dit on est bête, même si on dit on est stupide, on est truc. Les gars, à un moment donné, il faut arrêter de croire à ces balivernes. Ce sont les gens à l'intérieur là qui ont fait ce coup pour donner un prétexte à la France de désarmer l'armée ivoirienne. Parce que l'armée ivoirienne prenait le dessus et ça n'arrangeait pas les affaires des colons qui faisaient en sorte que dans la moitié de la Côte d'Ivoire que les terroristes avaient, puisaient dans les réserves naturelles de la Côte d'Ivoire et se faisaient de l'argent dedans. Et voulaient prendre le pouvoir même de Gbagbo. Donc comme ils ont vu que l'armée régulière commençait à prendre le dessus, ben, il faut l'arrêter. Et ce n'est pas difficile pour l'arrêter. Il suffit simplement de détruire les 2-3 aéronefs que la Côte d'Ivoire a, parce que la Côte d'Ivoire avait la suprématie aérienne, parce que de haut, tu peux voir ce qui se passe, tu peux avoir des renseignements et tout ça, et fournir ces renseignements-là aux fantassins à terre. Donc, les gars ont dit, ah, c'est avec ça que les gars pouvaient avoir le dessus sur les terroristes. Et pour éviter que ça se passe comme ça, bonjour, Amy, admissant sanctifié. C'est important, j'explique cette vidéo-là pour que vous puissiez la partager avec vos enfants, pour que vous puissiez expliquer à vos enfants, à partir de 15 ans, à la jeunesse, ce qui s'est passé et ce qui ne doit plus jamais arriver encore. Qu'ils comprennent les enjeux que nous sommes en train de combattre aujourd'hui, enfin les enjeux qui se passent aujourd'hui, afin de pouvoir vraiment anticiper les choses et ne plus se faire avoir demain. Donc c'est pour ça qu'on fait ce genre de vidéo. Donc, les avions qui avaient la suprématie aérienne sur les terroristes ont été détruits en 2004. Tout le monde le sait. C'est de l'histoire. Mais les gens pensent que non, c'était juste une riposte comme ça. Non. Les Français ont bien pensé. Quand je dis les Français, le gouvernement français a bien compris que le peu d'aéronefs qu'on avait nous donnait la suprématie sur la rébellion, en fait, qui était des terroristes. Ben, ils ont détruit ça pour éviter que l'armée française, l'armée ivoirienne prenne le dessus. Et dès qu'ils ont détruit ça, ça a cassé la dynamique et l'armée ivoirienne s'est repliée et le pays est resté encore divisé en deux. De 2004 jusqu'à 2011 où ils ont eu le temps de se ressourcer, de se former, de se refaire, d'avoir du renfort du Burkina Faso, du Mali, de tous ces pays-là et puis de faire ce qu'il a fait. Mais, malgré tout ça, tous ces pays, plus les Comores et tout ça là, ils n'ont pas pu prendre le dessus sur l'armée ivoirienne qui avait peu d'instruments, peu d'outils pour se défendre, mais qui avait des soldats vaillants. Il a fallu, encore une fois, Aya Odile, bonjour, comment tu vas ma petite sœur chérie? Il a fallu encore que la France intervienne, encore une fois, avec des hélicoptères et des missiles pour pouvoir détruire les chars les petits chars là, c'était vraiment des petits chars, c'était pas grand chose. Mais le peu d'armes lourdes que la Côte d'Ivoire avait, il fallait détruire ça pour que finalement tout le bouilli de terroristes qu'on appelait rébellion et tous ces gens-là puissent vraiment prendre maintenant Abidjan. Il a fallu ça. Sinon, la France avait donné tous les moyens à ces rebelles, en fait, qui sont des terroristes, de pouvoir prendre le dessus sur Gbagbo. Mais le petit bonheur de militaires que Gbagbo avait là, dans l'armée régulière, les loyalistes là,
Ah, il y a un légionnaire français qui m'a dit, il dit vraiment, il a combattu partout dans le monde, mais ces gars-là, c'était des gars. Nos Fumaco, tous ces gars-là, c'était des vrais guerriers même. Et il a fallu que la France détruise les armes. Et surtout, vous vous souvenez qu'il y a eu des Mirage 2000 qui sont partis de, je crois, Djibouti ou bien du Tchad, qui sont venus bombarder les poudrières du camp d'Akwedo, de tous les camps militaires. Vous comprenez? Parce qu'il fallait détruire la poudrière. La poudrière, c'est là-bas qu'on met le stock des balles, le stock des obus, le stock de tout ce qui est armement pour pouvoir répondre. Vous comprenez, non? Donc, ils ont détruit d'abord les stocks pour ne plus avoir de munitions. Et si tu n'as plus de munitions, tu ne peux plus te battre. Donc, c'est par là qu'ils ont commencé. Et le peu de munitions que l'armée avait, c'est avec ça qu'ils se sont battus jusqu'au 11 avril. Contre ces gars-là. En plus des armes lourdes qui étaient détruites. Donc, vous voyez, ces Occidentaux-là, ils font les choses de façon lâche, je vais dire. C'est lâche parce que ils n'ont pas cœur d'aller affronter des gens qui sont prêts comme eux. La preuve, en Ukraine, les Russes sont là. Les gars, ils sont cachés derrière des résolutions, derrière des trucs, et puis ils fournissent des armes aux autres, ils mettent un peu de mercenaires ici, un peu de mercenaires. Mais eux-mêmes frontalement, ils ne vont pas dire aux Russes que bon, nous, on est en guerre. Quand ils parlent dans leur discours, là, non, on n'est pas en guerre, mais ils tournent autour. C'est toujours de façon lâche que les gens agissent. Et ils sont toujours en train de faire ça. Et quand on les tape maintenant, ouais, c'est pas normal, c'est pas ceci, c'est pas cela. C'est toujours comme ça que les gars fonctionnent dans le monde jusqu'à ce que Donald Trump vienne et puis disent, bon, ça suffit votre comédie là. Et les gars maintenant, ils sont en train de sauter dans tous les sens en fait. Mais c'est comme ça les gens agissent. Et c'est comme ça en Afrique qu'ils ont fait, chez nous en Côte d'Ivoire. Ils ont blagué Gbagbo, que non, on est avec vous, non indifférence et non ingérence. Si vous vous souvenez de cette phrase qui ne veut rien dire, que j'ai trouvé la plus con de l'histoire du pays, Alio Marie qui dit, nous sommes dans une situation de non-ingérence et de non-indifférence. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Non-ingérence, la France, et puis non-indifférence. Ça veut dire quoi? Je parle du gouvernement français de l'époque, là, à cette époque-là. Comment ils ont agi, de Chirac à Sarkozy. C'est avec la lâcheté, c'est avec... parce que tu sais, quand tu joues les dangereux devant quelqu'un qui est faible, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ça veut dire que c'est vilain, mais il faut le dire. Et moi, je le dis clairement. C'est vilain. Il n'y a pas eu de gloire de l'armée française à battre l'armée de Côte d'Ivoire à cette époque-là. Il n'y a aucune gloire dedans. Avec la force licorne et toutes ces conneries. Il n'y a aucune gloire dedans. C'était vraiment un fait banal, un fait... Ça ne pouvait pas être autrement. Ça ne pouvait pas être autrement. Parce que toi, tu es fort, tu as les armes, tu as tout. Et puis, tu as quelqu'un qui est faible. Et puis, tu te glorifies d'avoir battu quelqu'un qui est faible. C'est ridicule. Mais une chose est sûre, ce que je veux dire, c'est que les gens ont agi comme ça parce que, avec ces histoires d'embargo, ils empêchent les Africains d'avoir les armes adéquates pour riposter devant qui que ce soit. Donc l'Africain est toujours obligé de se défendre avec les petites pétoires. Vous comprenez? Avec les petits trucs, les petites calaches, les petits lance-roquettes. Ça c'est des petits trucs. Aujourd'hui, dans la guerre d'aujourd'hui, il y a les drones, il y a l'information technologique qui fait que, bon, on connaît les positions stratégiques, on connaît exactement où sont les officiers, où sont les quartiers généraux, où sont les centres de commandement et tout ça. Et quand tu as pété ça, maintenant, les fantassins sont perdus? Non. Les gars se focus sur les petits trucs. Non, non. Aujourd'hui, la guerre, c'est en l'air. C'est le renseignement. C'est la tactique. Avec les attaques complexes et les systèmes de défense complexes. C'est des choses qui sont complètement out of space, comme on dit. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, c'est en Afrique. Hein, l'armée que Ouattara dit là. Les gars, ils ont juste un semblant de formation. Parce que le colon qui le forme là ne va jamais le former pour pouvoir le battre lui. Ça, c'est tellement logique. Vous comprenez, non? Je suis au serré. Vous comprenez? Donc, par rapport à ça, les gars, bon, c'est comme ça ils dominent, c'est comme ça ils écrasent, c'est comme ça ils font en sorte que
ils puissent avoir le dernier mot dans tout ce que nous devons faire. Et ça doit s'arrêter. Nous disons stop. Parce que je répète par rapport à ce que je disais avant. Il faut que l'immigration de notre jeunesse là cesse. Il faut que le jeune africain, le jeune ivoirien en particulier, quand il commence à avoir des poils bien là, il commence à devenir homme ou bien la femme, dans leur tête là, il ne faut plus qu'ils pensent que leur avenir, leur réussite se trouve en dehors de la terre de leurs ancêtres. Il faut qu'on coupe ce lien satanique là. Il faut qu'on arrête de penser ça. Parce que actuellement tous les jeunes là, dans leur tête, c'est aller ailleurs, se faire humilier dans un autre pays, chez d'autres personnes, avec d'autres populations, d'autres peuples qui ne leur ressemblent pas, et penser que c'est ça qui est la vie. Non. Et sur 1 million qui vont partir, peut-être 2 vont réussir, et puis c'est ces 2-là qui sont des exemples. Je dis non. Il faut qu'on arrête ça. Mais pour que ça s'arrête, il faut que chez nous, notre terre, chez nous là, en Afrique, en Côte d'Ivoire en particulier, il faut qu'on puisse mettre à la disposition de la jeunesse la même chose qu'il y a dans les autres pays là, les choses qui font que la jeunesse de ces pays là s'épanouissent. Il faut que chez nous, en Afrique, en Côte d'Ivoire en particulier, nous puissions mettre à la disposition de la jeunesse les mêmes outils, les mêmes moyens, ou bien même plus, pour que notre jeunesse puisse vraiment s'épanouir sur la terre de leurs ancêtres. Qu'ils puissent travailler, enfin apprendre, qu'ils puissent se former, qu'ils puissent travailler et gagner leur vie de façon décente, afin que la dernière idée qui va venir dans leur tête là, c'est d'aller travailler ailleurs, pour gagner moins que ce qu'ils gagnent dans leur pays. Vous voyez, non? Ou bien, si vraiment ils sont trop des exceptions, peut-être que si des gens veulent, comme les gars de Google ou bien les gars de trucs, ont besoin d'un Ivoirien ingénieur qui est vraiment génial et qui peuvent payer comme un footballeur, je sais pas moi, qui peuvent le payer à 10 millions d'euros par mois, là d'accord, mais ça c'est un cas parmi tant d'autres. Sinon, si c'est pour gagner le SMIC à 1 million de francs CFA, moi je sais pas, hein, un Ivoirien qui gagne 1 million CFA de SMIC en Côte d'Ivoire, j'ai dit bien de SMIC, j'ai fait exprès de dire ça. J'ai pas dit 75 000, hein. J'ai dit 1 million, c'est ton SMIC. Tu vois, non? Toi, Ivoirien, répondez-moi s'il vous plaît. Toi, tu es un Ivoirien, ton SMIC est à 1 million CFA, qui est l'équivalent d'1 million CFA, parce que le CFA, c'est une monnaie de merde. Mais l'équivalent de 1500 euros, un truc comme ça. Tu gagnes ça en Côte d'Ivoire. Quelqu'un peut me dire, il va aller où? Je dis bien le SMIC, hein. Est-ce que quelqu'un peut me mettre en commentaire où il va aller? Pour aller se chercher. Si en Côte d'Ivoire, lui, gagne l'équivalent d'1 million CFA. Quelqu'un peut me répondre, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Quelqu'un peut me répondre? Je vois plus de commentaires. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe, ils ont bloqué les commentaires ou bien quoi. Est-ce que quelqu'un peut me commenter quelque chose? Ah, ok, Kamiton Kama, merci. Les gens n'iront nulle part. Les gens, merci Yolande Wenekeaka. C'est tellement simple. Il n'y aura plus d'immigration. Frère Léon, toi aussi, j'ai Léon. Fernand Blé, comment tu vas? Cause salut. C'est à ton frère qui dit salut. La grosse tête là. Tu attends les rires là-bas. Non, sérieux. Vous pensez qu'un jeune qui gagne 1500 euros en Côte d'Ivoire, il va se lever pour aller se chercher quelque part comme SMIC? Jamais. Et il n'y aura plus d'immigration en France. Et moi, je suis contre justement cette affaire d'immigration là, dans les pays européens. On est fatigué d'aller envahir les gens dans leur pays. On a qu'à rester chez nous un peu. C'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est ce que le colon ne veut pas. Ah, merci, Kodia Daniel, épouse Nguessan. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut mettre ça dans la tête de nos enfants. Parce qu'on peut le faire en Côte d'Ivoire. Avec toutes les richesses que nous avons là, on peut le faire. Et puis facilement. Parce que vous n'avez pas idée de ce qu'il y a comme pétrole
dans le littoral de la Côte d'Ivoire, le pétrole qu'il y a dans le littoral de la Côte d'Ivoire, rien que le pétrole seulement, hein, on fait comme au Gabon, rien que le pétrole seulement, là, si c'est exploité de façon décente, normale, pour que la quasi-majorité des revenus du pétrole reviennent à la Côte d'Ivoire, on peut faire ça à l'aise, rien qu'avec le pétrole. Mais nous avons encore du diamant, du cobalt, du manganèse, nous avons du fer, nous avons tellement de choses dans notre sous-sol qui peuvent compléter. Plus le cacao, le café, l'anacarde, toutes ces choses que nous avons là, on a tellement de richesses. Pour faire en sorte que 40 millions d'Ivoiriens puissent vivre décemment sur le territoire de l'Afrique, puisque la France, là, on a la même superficie à peu près, et puis ils sont 60 millions là-bas. Nous, on est 30 millions, non? Mais j'ai dit 40, j'ai mis 10 millions dessus encore. Sur le territoire ivoirien, on peut vivre à l'aise. Et quand je dis 40 millions, c'est-à-dire que dans ces 40 millions, il y a peut-être 25 millions de jeunes. Et dans 25 millions de jeunes, il y a les enfants et tout ça dedans, il y a peut-être 10 millions qui sont en âge de travailler. À qui on peut donner facilement comme SMIC 1 million, 1 million, 1 million, 1 million, et puis ça ne chauffe pas à t'échauffer. Est-ce que vous comprenez un peu les enjeux? Mais quand vous regardez ceux qui ont dassé, je dis bien dassé, le pétrole dans tout le littoral ivoirien, ce n'est pas des Ivoiriens. C'est des gens qui signent des contrats avec ceux qui sont au pouvoir, et puis maintenant, ils tapent le jet entre eux. Pendant que toute la jeunesse là-bas est en train de souffrir, en train de rêver à prendre passeport avec visa pour aller se chercher ailleurs, alors que tout est chez toi. C'est ça qu'on veut expliquer aux jeunes. C'est ça qu'on veut leur faire comprendre, pour que le politicien qui a venu se mettre devant vous demain, là, pour dire que non, notre pétrole là, c'est 10% seulement que nous on a, et puis toi jeune, tu vas l'écouter, tu vas t'asseoir là pour dire, ah c'est vrai, tu as raison. Quand il te dit ça là, même 50 ampères dans ses oreilles, tu es malade. Moi-même, ma terre, mon pays, mon pétrole. Toi, tu es gouvernant et puis tu vas donner 10%, tu vas prendre 10% et puis lui, les autres là, parce que soi-disant, ils sont venus travailler, ils sont venus faire, et puis ils vont prendre 90%. Tu as vu ça où? Mais on réussit à vous faire comprendre ça. Hein? Les gens réussissent à vous faire comprendre que 12% c'est bon. Et pourquoi ils font ça? La plupart du temps, c'est parce qu'il y a l'armée qui est à côté, qui dit, hey, mon ami, si tu n'as pas bien fait là, non, t'es bas mon goût. Et puis on met quelqu'un d'autre à ta place. Voilà pourquoi il faut avoir une armée forte, afin d'avoir ta souveraineté. Voilà pourquoi il faut avoir des alliés forts qui vont venir te donner le vrai matériel pour pouvoir te défendre au cas où n'importe quel individu dans le monde va venir te provoquer. Et voilà ce qui se passe dans l'AES. Quand vous voyez nos frères de l'AES, Assimi Goïta, le commandant Tiani et Ibrahim Traoré, quand tous les jours, il y a des avions qui descendent avec des armes dans leur pays, et puis des systèmes de défense aériens vraiment sophistiqués, pour ne pas qu'une aiguille vole dans le ciel, et puis ils ne vont pas voir. Quand ils font ça, les gens pleurent. Oh, pourquoi? L'AES, c'est des bouddhistes. L'AES, ils sont comme si... Les gars pleurent en fait parce qu'ils ne peuvent plus maintenant faire bouche sur eux. Ils ne peuvent plus envoyer des armes, des gens là-bas pour faire n'importe quoi. Ils ne peuvent plus donner d'ordre aux gens de l'AES. Et quand maintenant, nos frères de l'AES ont les moyens de se défendre, maîtrisent leur territoire sur le sol et dans les airs, plus personne ne peut venir leur dire c'est mamie, c'est l'auto, c'est quoi, c'est quoi. Vous comprenez, non? Donc, à partir de là, tu peux développer ton économie. Tu peux prendre ton or, faire un stock. Tu peux dire que ton diamant, tu le vends à tel prix. Tu peux dire que ton cacao, tu le vends à tel prix. C'est pas à Londres ou bien, je ne sais pas où ils vont faire le prix de ça. À partir de là, tu es tranquille. Tu as ta liberté économique. Tu as ta liberté financière parce que tu crées tes banques par rapport à ton stock d'or, tu crées ta monnaie, tu fais ton système, tes ramifications, ton système économique de vente et d'achat de tes choses avec tes gars en Afrique. Tu n'as même pas besoin d'aller en France ou bien pour vendre, tu t'en fous. C'est ça que l'occidental ne veut pas, cette liberté-là. Parce qu'ils savent que quand ça a commencé comme ça, mais le développement va suivre. Et les jeunes Africains n'auront plus envie d'aller quelque part pour se chercher. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que jusqu'à présent, le développement que j'ai fait, c'est assez clair?
s'il vous plaît. Puis on va continuer la discussion. Je dois avoir votre avis, s'il vous plaît. Est-ce que le développement il est assez clair? Ou bien il y a des questions? 200 millions de personnes peuvent vivre en Côte d'Ivoire si on fait un rapport avec la Chine. Ah, ok, d'accord. Ben oui, c'est possible. Maréchal dit que oui. Donc c'est clair, l'explication est claire. Les jeunes peuvent comprendre ce que je viens de dire. Très clair, merci Fernand. Merci. Donc vous voyez, Fernand, partage ça avec les enfants. Il faut faire ça les enfants, là, puis tu mets la vidéo, puis ils écoutent. C'est important pour qu'ils puissent comprendre. C'est très important parce que l'avenir tout près, là, les choses qui sont en train de venir, là, il faut que les enfants soient au courant. Il faut qu'ils comprennent pour que tout se passe bien, tranquillement. Parce que si les enfants n'ont pas compris, c'est eux là, on peut prendre pour les envoyer dans les faire des bêtises, des conneries. Oh, s'ils ont compris là. S'ils ont compris là, c'est fini. C'est fini. Le game est mort. Vous comprenez? Donc, il faut que les enfants comprennent. Surtout cette histoire est l'Occident. Parce que l'Occident ne veut pas lâcher la Côte d'Ivoire. Le colon. Mais il est obligé. On ne peut pas faire autrement. Francine Ake, bonjour, bonjour, bonjour. Ok, tu prends le train en marche. Mais peut-on faire un développement sans s'industrialiser? Maréchal, l'industrialisation, c'est un processus qui est normal dans un pays qui a la matière grise déjà pour commencer et qui a une population pour acheter. Parce que c'est une histoire de fabrication et d'échange. Voilà, j'ai le besoin et puis tu donnes l'offre. Et pour un pays comme la Côte d'Ivoire, l'industrialisation, c'est capital. Parce que avec toutes les matières premières que nous avons, nous sommes obligés d'avoir des industries qui vont transformer tout ça pour ajouter de la plus-value à ce que nous avons comme richesse. Et afin de les vendre. Parce que le monde a besoin de matières premières. Le monde a besoin, il y a un besoin qui se fait. Et quand on est industrialisé, on contrôle justement ce que nous proposons aux gens. Or, quand on n'est pas industrialisé, on vend notre cacao bêtement par exemple. Dans les fèves, là, on met dans les bateaux, puis les gens s'en vont maintenant transformer ailleurs. Et tout l'argent se fait ailleurs. Parce que les usines qui reçoivent maintenant nos fèves de cacao en Suisse, dans tous ces pays-là, ils emploient des gens en Suisse, des Suisses, qui gagnent 50 fois plus que nos paysans pour transformer le cacao, transformer le café, tout ça. Mais si on a ça chez nous, mais automatiquement, on aura des gens en Côte d'Ivoire qui auront du boulot et qui vont avoir de l'argent pour pouvoir vivre. Et le prix auquel on veut vendre notre café et notre cacao, c'est nous qu'on va décider parce que dans l'industrialisation, il y aura la partie où il y aura le stockage. Et qui dit stockage dit une affaire de garder des stocks pendant des années au cas où, afin de pouvoir participer à la fluctuation, participer à, comment on appelle ça, au changement de prix. Vous voyez, non? Donc, on n'a pas de problème en fait. Mais les gens ne veulent pas qu'on s'industrialise, justement. Le colon, là, il ne veut pas. Mais il ne va pas te dire ça ouvertement. Il va créer des conditions à côté pour faire croire que non, il y a la guerre ici, il y a des troubles là, il y a un problème politique là, il y a des trucs comme ça qui ne vont pas. Donc par rapport à ça, tu n'as pas le temps de penser à construire des usines. C'est de la distraction en fait, autour de toutes nos vies là, afin qu'on ne puisse pas se concentrer sur les vrais problèmes, les vrais enjeux qui sont l'industrialisation. Mais avant l'industrialisation, il y a d'abord la sécurité. La sécurité. Il faut sécuriser les industries que tu vas mettre en place. C'est pour ça que j'ai commencé à parler de l'armée, l'armement, la défense. Quand tu as la défense, quand tu as l'armement, maintenant tu as la souveraineté. Et quand tu as la souveraineté, tu peux décider de par toi-même ce que tu veux faire. Donc, l'industrialisation fait partie du processus de développement. Le développement, ce n'est pas la construction des immeubles. Ce n'est pas la construction des routes et tout ça. Non, le développement, c'est le bien-être des populations d'abord. C'est-à-dire que le plus petit citoyen, il a de quoi manger, se soigner, apprendre, faire tout ce qu'il veut dans son pays sans être malheureux. Et à partir de là, maintenant, tout ce que tu vas mettre à sa disposition comme immeuble, maison, route et tout ça,
il aura une occasion de les utiliser. Parce que le jeune qui est au SMIC, il peut s'acheter une petite voiture et puis il roule sur le goudron que tu as mis pour lui. Le jeune qui a réussi à avoir un bon boulot où il touche ses 2-3 millions par mois, machin truc, l'immeuble que tu as déposé là, il peut habiter dedans. Et avec la formation qu'il a eue, il peut savoir les règles pour entretenir le bâtiment dans lequel il est. On ne fait pas pour faire joli, on fait pour que ce soit utile. Or, il y a des gens aujourd'hui, eux, ils font pour que ce soit joli, pour qu'on dise leur bon nom. Ah, il a fait une belle tour, c'est joli, il est fort. Ah, il a fait joli goudron. Ah, ça vous parle pas ce que je dis là? Hein, c'est ce que Draman fait. C'est qu'il adore. Ah, notre bilan est inattaquable. Notre bilan est inattaquable. On a fait les routes, on a fait les goudrons, on a fait ceci, on a construit plus que tout, feu Boigny, plus que tant. Mais est-ce que les immeubles que vous voyez à Marcory là, c'est habité? La majorité, la quasi-totalité. Le goudron, là, qu'on dit on a fait partout, là. C'est pas un embouteillage qui est là, qui est en train de vous tuer à Abidjan. Et à l'intérieur du pays, là. Avec les péages partout, là. C'est à quoi ça sert d'avoir fait les routes et puis maintenant on ne peut même pas profiter. On devient payer, rendre la vie impossible aux gens. Ça, c'est de la bêtise, c'est pas du développement. Et c'est de la bêtise pour les gens qui subissent, mais c'est de la filouterie pour ceux qui font ça, pour gagner de l'argent sur la vie des gens. Ce sont des filous. Ils appellent ça les affaires, mais c'est de la filouterie, c'est du vol. Parce que quand tu as les outils de l'État pour faire payer des pauvres personnes qui n'ont presque rien, c'est du banditisme. C'est ce qu'ils font. Tout simplement. C'est bon pour la réponse, mon frère, qui m'a posé la question sur Maréchal. J'espère que j'ai répondu, j'attends ta réponse et puis on va continuer. Combien de temps j'ai parlé? Je ne vais pas trop dire aujourd'hui. Je crois que je vais faire 1 heure, c'est bon. Maréchal, c'est bon? Ok. Donc, l'industrialisation, ce n'est qu'un dans le processus. Ça fait partie de la chaîne. Mais la première des choses, c'est la défense. Quand tu as de quoi te défendre, maintenant, tu deviens souverain. Et quand tu es souverain, maintenant, tu peux développer tes idées. Quand tu mets quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de posé, quelqu'un qui a une vision à la tête du pays, qui est protégé par la défense et protégé par les populations. Et à partir de là, maintenant, dans la direction éclairée de celui qui est au pays, bien du groupe qui est à la tête du pays, on procède maintenant avec la volonté politique au développement de tout le reste. Ce n'est qu'une chaîne, mais il faut bien comprendre que la première des choses, c'est d'avoir quelqu'un d'abord qui, supporté par le peuple et par le peu d'armée qu'on a au pouvoir, et maintenant cette personne maintenant donne les directives, les directions avec le système des personnes de ressources autour, les technocrates et tout ça, afin que tout se passe correctement bien. Et à partir de là, maintenant, il n'y a plus personne qui a venu vous embêter. Et c'est ce que nos frères du Burkina Faso font. Ils ont un chef, Ibrahim Traoré, qui a autour de lui des gens ressources, qui font en sorte que les choses sont en train de se faire. D'abord, ils sont en train de s'armer. Ils sont en train d'avoir le matériel pour pouvoir soutenir leur développement industriel. Parce qu'ils ont décidé de faire des industries, des usines et tout ça, mais il faut avoir le matériel. Il faut avoir les choses. Les choses se font de façon coordonnée. C'est pas un coup comme ça, la vie de tous les Burkinabés va changer. Non. Il faut le sous-sol d'abord, le basement, la fondation. C'est-à-dire tous les outils qu'il faut. On veut faire une usine, on a les outils pour. On veut faire tant, on a les outils pour. Parce qu'on a commandé tout ça en amont. Et maintenant, aujourd'hui, quand on dit, bon voilà, ici on dépose une usine de ça, ici on dépose une usine de ça, ici on fait un champ de ça, on fait ça, tout est à la disposition pour ne pas avoir à attendre encore. Ah bon, on a commandé un truc là, c'est pas encore arrivé. Non. Les gars, ils font tout de façon très réfléchie, posée. Et quand tout maintenant se met en marche, c'est là que vous allez voir que tout d'un coup, tu es malade, tu vas à l'hôpital, l'hôpital est là. Tu veux faire ça, c'est là. Tu fais ça, tout a été construit, tout a été fait. Or, le colon, lui, souvent, il dit hey, « faites élection, faites truc » pour casser la dynamique. Parce qu'ils savent très bien que quelqu'un à la tête du pays, que ce soit un martien, que ce soit un militaire, que ce soit un civil, que ce soit quelqu'un, en tout cas un paysan, qui réfléchit bien, qui pense bien développement et qui fait en sorte que l'Afrique ou bien le pays africain qui commence à rouler comme ça a des perspectives de devenir un pays fort, bien organisé. Le colon ne veut pas voir ça. Parce que si ça se passe comme ça, tu auras de moins en moins besoin de lui. Tu auras de moins en moins besoin de ce qui te fournit, que tu achètes tous les jours, de qui tu es dépendant. Vous comprenez, non? Donc, il va tout faire pour te mettre des bâtons dans les roues.
Et ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, comme maintenant c'est devenu vieux, aujourd'hui la nouvelle technique, c'est d'utiliser des gens qu'on appelle les terroristes. Alors que ce ne sont que des mercenaires, des gens qui sont payés pour foutre le bordel. Quand il y a le bordel, il y a la peur. Quand il y a la peur, on ne travaille pas. Tout simplement. On est d'accord? J'espère que les choses sont assez claires pour que les gens puissent comprendre vraiment ce qui est en train de se passer actuellement. Et on va passer... avant de passer à l'autre sujet, je vais vous expliquer pourquoi l'Occident aujourd'hui est en perte de vitesse et en perte de confiance de la part de tous les gens dans le monde entier. Et je vais vous donner un seul élément. Vous voyez, l'Occident aujourd'hui, sa nouvelle phase, c'est de bloquer les avoirs des gens quand ils ont un problème avec un tiers pays. On bloque les avoirs, on bloque les trucs, on met des sanctions, on fait ceci, on fait cela. Mais les pays tels que la Russie, la Chine, l'Inde, tous ces pays où il y a beaucoup de monde là-bas et puis qui ont un minimum de développement, ils commencent maintenant à réfléchir et ils se disent que l'Occident, là, moi en tout cas si j'ai l'argent, c'est pas en Occident que je vais mettre ça. Si je veux acheter une maison, bien je veux acheter des trucs, machin truc, c'est pas en Occident que je vais mettre ça. Parce qu'on a vu ce qu'ils ont fait aux Russes avant-hier. Pour des problèmes politiques, ils se permettent de voler, de bloquer tout ce que tu as déposé là-bas, comme argent, comme chose. Ils se permettent de prendre ça. Mais ce n'est pas des pays de confiance. Parce qu'il y a une charte internationale qui dit qu'on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Mais eux, ils le font quand même parce qu'ils en ont envie. Donc, automatiquement, aujourd'hui, la majorité des pays qui fabriquent des richesses n'ont plus envie de mettre leur argent en Occident. Or, cet argent que les gens déposaient en Occident permettait à l'Occident de pouvoir faire des développements, de pouvoir réinvestir dans des choses et gagner de l'argent. Mais si aujourd'hui, les gens qui ont de l'argent ne veulent plus mettre leur argent en Occident, ça fait un manque à gagner pour l'Occident. Et c'est des problèmes qui vont venir bientôt. Et si vous voyez l'état financier de la France actuellement, en particulier, ça vous explique beaucoup de choses. Parce que les gens n'ont plus confiance. On peut pas vous faire confiance, c'est pas possible. Parce qu'il suffit qu'on ait un problème et puis c'est fini, notre argent, c'est mort, quoi. Donc, basta, les gens ont commencé à changer. Et aujourd'hui, c'est comme ça que on peut visionner déjà l'avenir de tous les blocs. Le bloc occidental qui n'est plus un bloc en qui on doit avoir confiance. Parce que normalement, qu'on soit en guerre ou pas, l'argent, c'est un truc, nous tous on a besoin de ça. Mais si toi, on t'envoie ça et puis tu te permets de bloquer ça, ça veut dire que c'est pas la peine, je vais aller mettre ça ailleurs. Donc les gens ont commencé à transférer leur argent ailleurs. Les gens ont commencé à acheter leur maison ailleurs. Les gens ont commencé à faire leur business ailleurs. Et les Occidentaux, maintenant, ils sont là, ça tourne, mais ils ne pourront jamais le dire ouvertement comme ça dans leur chaîne de télévision. Mais nous, on le dit ici sur nos petits téléphones, nos petits comptes. On le dit. Maintenant, il y en a qui écoutent. Et demain, maintenant, quand ils voient quelque chose qui arrive, ils disent « Ah oui, le gars avait dit ça. Hein. Ah oui, oui. » C'est comme ça, parce que nous, on n'a pas accès à leur chaîne de télévision et tout ça. Là. Ils ont un programme qui est préétabli. Ils ont une ligne éditoriale. Ils ont ce qu'ils ont à dire. Et puis maintenant, la réalité sur le terrain, c'est autre chose. Donc, voilà ce que je pouvais dire avant de rentrer dans le prochain sujet qui est Dramane Ouattara qui est tourmenté. Aujourd'hui, Dramane Ouattara que vous voyez en Côte d'Ivoire, il est tourmenté. Il est vraiment tourmenté. Il est... Ouh, dans sa tête, là, ça boue, ça tourne. Parce que le monsieur, il est bloqué. Le monsieur, il est bloqué. S'il se retire, il sait que tout ce qui s'est passé pendant cette période de terrorisme qu'on appelait rébellion, là, ça va lui retomber dessus. Il a essayé, tant bien que mal, de faire en sorte que beaucoup de témoins disparaissent. Ah, beaucoup sont partis, hein. De témoins de tout ce qui s'est passé. Organiser tout ça, jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a un particulier qui est encore là et qui est vraiment gênant pour M. Dramane Ouattara, c'est Soro Guillaume. Soro Guillaume est quelqu'un qui était dans le marigot, qui a tout vu, qui a tout entendu. Et ça vous explique pourquoi le RDR veut la peau de Soro Guillaume. Pourquoi M. Dramane Ouattara et sa femme ont mis tant d'argent pour essayer de mettre la main sur Soro Guillaume. Vous avez vu vous-même le nombre de fois qu'il a essayé. Ouais, il va venir, on va l'attraper, il va venir, c'est un truc. Les gars ont tout fait. Et pourquoi quand Soro Guillaume a décidé de rentrer en Côte d'Ivoire à l'époque et son avion n'a pas atterri à Abidjan,
Parce qu'il avait reçu l'information que s'il descendait, les gars allaient l'abattre. Ah oui, 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 oui. Les gars avaient prévu ça, parce que Soro Guillaume est une personne ressource gênante. Donc, de ce fait, beaucoup de gens peuvent comprendre pourquoi Soro Guillaume est devenu une personne importante au pays qu'il faut absolument protéger, parce que quand nous allons nous retrouver entre nous pour discuter, il va falloir qu'on parle du commencement, du début de toutes ces choses-là. Qui a fait quoi? Il faut qu'on sache. Et Soro Guillaume va parler. Mais actuellement, il ne peut pas parler parce que la menace, elle est toujours là. Tout simplement, parce que ouais, il a qu'à dire quoi, il est fou. Il va s'amuser à dire, le lendemain, les gens l'ont abattu. Mais quand il sera sécurisé, comme les gens sont sécurisés, par exemple, au Burkina Faso, par le gouvernement même du Burkina Faso, ben là, maintenant, c'est facile de parler. En Côte d'Ivoire, quand il y aura la sécurité aussi pour Soro Guillaume, ben, ça sera facile pour lui de parler et d'aller devant toutes les institutions pour judiciaires, pour expliquer, pour témoigner, pour dire les choses et pour répondre éventuellement. Tout simplement. Donc, M. Ouattara, aujourd'hui, il est dans la tourmente. Il ne peut pas partir parce qu'il sait que s'il s'en va, il a les tribunaux. Parce qu'il y a des plaintes qui ont été déposées au tribunal international, à la CPI, dans tous ces coins partout, en Afrique même surtout. Il y a plein de plaintes qui sont là, qui attendent hein, que le gars descende et puis maintenant on va dire, hey, mon ami, ça, il faut venir répondre. Si tu es innocent, tant mieux. Tu es coupable, ben, tu vas nimi. Et ça, M. Ouattara ne voit pas. M. Ouattara ne voit pas ça de cette oreille. Il ne peut pas se voir dans un box des accusés avec des menottes en train de répondre aux questions comme le président Gbagbo l'a fait à La Haye. M. Ouattara, ça là, il fait des cauchemars sur ça. Lui et puis tous ces gars qui sont autour de lui, les shérifs Ousmane, les Loss et les machins, et ceux-là, eux tous là, ils font des cauchemars sur ça aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont tous un peu de gros ventre, un peu de trucs, ils ont l'argent, ils ont mis leur famille dans les coins, tout ça là, ils ont tout ce qu'il faut, mais quelque part, dit Joe. En une fraction de seconde, tout ça peut disparaître. Donc c'est maintenant que les choses reviennent, les souvenirs et tous les trucs reviennent. Ils prennent des comprimés, des médicaments pour essayer d'oublier des trucs, façon de... Mais Joe, les faits sont têtus. Et les esprits des innocents qui sont morts à cause de leur bêtise là, à cause de leur terrorisme là, leurs esprits sont en train de parler actuellement. Le sang des innocents a coulé dans la terre, ce n'est pas cadeau. Ce que tu as fait, tu vas payer. On se comprend? Donc, M. Ouattara, il est dans la tourmente. Lui et puis tout son bon île. Il est dans la tourmente. Il y en a d'autres à côté qui ont maltraité des citoyens d'une autre manière. Vous voyez, non? Il y en a qui ont maltraité des Ivoiriens. Il y en a qui ont fait des choses horribles dans les tribunaux, des juges corrompus, des trucs. Il y a plein de choses. Des policiers malsains. Il y a eu des... Vous voyez, non? Il y a plein de choses qui se sont passées. Il y a plein de choses qui se sont passées. Et puis, ces gens-là, maintenant, ils ont des gens qui les regardent en chien de faïence et qui sont contre eux. Et qui ont la rancune tenace et qui les attendent de tournant aussi. Et qui ont porté plainte ou bien qui ont des plaintes, des dossiers pour pouvoir porter plainte quand le moment sera fait, sera propice. Tous ces gens-là, ceux qui torturent les gens en prison, là, ceux qui viennent encagouler, arrêter les gens n'importe comment, là, ceux qui ont assassiné les gens n'importe comment, eux tous là, tout leur bon là. Ah, les gars, il y a des gens qui sont assis là, puis ils vous guettent aussi. Et ils attendent maintenant le moment propice pour pouvoir vous envoyer devant la justice. Oui, non? Donc c'est difficile, c'est compliqué. Maintenant, s'il veut forcer, si Ouattara veut dire, il veut faire un 4e mandat, wouh, le premier, je vous dis aujourd'hui, notez ça enregistré. Le premier qui va tomber sur Draman Ouattara s'il veut faire un 4e mandat, c'est Donald Trump. Les Américains. Je vous le dis en même temps, de façon claire. Parce que Donald Trump, c'est un homme d'affaires. C'est pas un politicien. C'est un homme d'affaires. Et l'Afrique, là, de toute façon, il a vu ça. Et puis, il a commencé à faire des commentaires pour dire que l'Afrique, il y a les pays de merde avec des gouvernants de merde et des gens qui font souffrir leur population. Là. Lui, là, il veut faire des affaires avec l'Afrique. Il sait qu'il y a beaucoup de potentiel en Afrique et c'est ça qui l'intéresse. Donc, quand il entend qu'un gars veut faire 4e mandat, automatiquement, Ouattara aura des problèmes. Je vous le dis. Et en plus, Donald Trump a un riz couché avec
Emmanuel Macron, qui est en train de saboter son processus de truc, son mangement en Ukraine. Vladimir Poutine a un problème avec Macron, pour la même raison. Et où ils vont se venger sur Macron, là? C'est en Afrique. Je vous le dis maintenant. Ceux qui veulent croire, ils croient. Ceux qui ne veulent pas, tant pis. Mais on vous prévient dès maintenant. C'est de la géopolitique. Et l'Afrique est un continent en avenir. Vous savez que le développement de l'Afrique va rapporter tellement d'argent que les premiers qui seront là-bas, et Oufoué l'avait dit à l'époque, hein, celui qui aura l'Afrique aura tout gagné dans le monde. Celui qui aura le privilège de travailler avec les Africains va gagner beaucoup d'argent. Et croyez-moi, les Américains, là, ils veulent gagner beaucoup d'argent en Afrique. Et ce n'est pas le petit Macron qui va venir les déranger. Ils ne vont pas accepter ça. En laissant les gens comme Draman Ouattara continuer de faire leurs bêtises là. Donc Ouattara, c'est terminé. Parce que qu'est-ce que les Américains écoutent? La voix du peuple. Ils ont des espions partout. Ils ont des gens, ils font des sondages, ils font des choses, ils écoutent ce que les populations disent. Et là, en Côte d'Ivoire, le RHDP dit que 96% veulent Ouattara. Mais la rue, là, quand on va leur demander, 96% vomissent Ouattara. Vous comprenez, non? Et c'est ça, là, ils prennent en compte. Et ils savent à l'avance que si jamais il y a un bang-bang qui éclate, la population sera du côté de ceux qui vont changer les choses. Exactement comme ça s'est passé au Mali, exactement comme ça s'est passé au Burkina Faso, exactement comme ça s'est passé au Niger. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Les gars, restons factuels, tranquillement, froids, analysons, réfléchissons tranquillement, puis regardons les faits sur le terrain. Le peuple, quand il t'accompagne quelque part, tu es tranquille. Bonjour Séraphin Kwaku. Vous comprenez, non? C'est ça que Ouattara a raté là. Pendant tout son règne de 15 ans. C'est ça qu'il a raté, l'adhésion populaire. Par rapport à ses prises de décision, par rapport à son programme, par rapport à tout ce qu'il devait faire pour que la population soit heureuse. Lui, il a fait que de la terreur tout le temps. Aujourd'hui, il en paye les conséquences tout simplement. Il n'y a rien d'autre de machin truc. Il y a les mensonges, le vol, la gabégie, toutes ces choses-là. Et des gens qui vivent les rêves des gens et puis des gens maintenant qui rêvent de vivre une vie simple. Je dis bien des gens qui rêvent de vivre une vie simple. Je ne sais pas, il y a des gens qui rêvent de voir des choses. Non, ils veulent avoir une vie simple. Ça, ils ne gagnent pas en Côte d'Ivoire. Donc la boucle est bouclée. Ouattara, c'est terminé. C'est lui maintenant, puis ça tourmente là, il n'a qu'à faire, je me présente, ou bien je ne me présente pas. Des deux côtés là, il y a bang bang. Mais ça, c'est son sort par rapport à tout ce qu'il a fait comme mensonge. Comme horrible, comme mensonge, comme horreur, comme méchanceté, comme tricherie. Tout, vous savez, quand on dit il y a bon Dieu qui est là, le bon Dieu est là. Vous faites vos choses là, mais vous allez payer un jour. Et c'est sur des points bien factuels. Tu as fait ça, tu vas voir, tu vas payer. Lui, il a ajouté, il a fait tout. Il a menti. Même son propre nom, il ne le reconnaît pas aujourd'hui. Il change, il enlève Draman. C'est pour ça que je l'appelle Draman exprès. Parce qu'il a, même son propre nom, il a renié. Il ne faut plus l'appeler Draman. Pourquoi? C'est son nom. Alassane Draman Ouattara. C'est pas ce que l'autre là disait là-dessus, le podium des terroristes là. Zakaria, Kone Zakaria. C'est lui qui a fait ça, Barfa, Dama, je sais pas quoi là, Alassane Draman Ouattara. C'est pas ce qu'il a dit. Pourquoi aujourd'hui on ne faut plus dire, on a dit Draman? Il renie son propre nom. Il renie son propre pays d'origine. Il renie ses amitiés. Il renie ses contrats. Il renie toutes ces choses. Il ment seulement, il ment. Mais un jour, ça va te rattraper. Aujourd'hui, ce qui le rattrape, la punition, moi je vous le dis clairement parce que c'est ce que je vois. Tu te présentes, tu en drap. Tu ne te présentes pas, tu en drap. Tu récoltes ce que tu as semé. C'est le moment de la récolte. Donc les pauvres moutons du RDR qui continuent de croire en lui et de le suivre là, ça c'est à vos risques et périls. Vous continuez, les Ivoiriens souffrent dessus. Et puis ils vous regardent, ils notent. Ce qui va se passer demain, ça c'est votre problème. Hein? Mais ceux qui sont réfléchis, ceux qui voient les choses, ils se désolidarisent en même temps. Tranquillement, gentiment, avant qu'il ne soit trop tard. Parce que c'est une voie sans issue. Ouattara Draman aujourd'hui, je vous le dis.
C'est une voie sans issue. Ceux qui insistent là, qui sont en train de sauter partout là, c'est parce que ils ont beaucoup d'argent dans leur compte en banque et ils ont peur de tout perdre si Ouattara tombe. Donc, ils se débattent, ils font tout pour ne pas que ça se passe comme ça. Mais c'est impossible à arrêter ce changement parce que 96% de la population est malheureuse en Côte d'Ivoire. Dans leurs entrailles, là. La souffrance est trop. Les gens en ont marre. Les gens n'en peuvent plus. Vous comprenez? Donc, c'est dommage pour vous, hein, mais c'est ça qui est là, que je vous ai expliqué là. Maintenant, on est là, non? La vidéo est là. Moi, je n'efface pas mes vidéos. Je vais avoir un plaisir à la rejouer après la chute de Ouattara. Et vous allez voir, on va vous faire ça. On vous avait dit, non? Maintenant, les plus intelligents qui se sont désolidarisés, là. Les plus intelligents, là. Et ils vont dire, hi, on a échappé, hein. Heureusement que j'ai vu la vidéo de la série fixe. Et puis, j'ai compris. Et puis, je me suis cherché. Hi. Et là, les autres, là. Hé, le gars l'avait dit dans sa vidéo, on l'avait insulté, mais voilà, aujourd'hui, maintenant, c'est chaud. Hé, ça, c'est votre affaire. Oui. Donc, sincèrement, réfléchissez bien. Aujourd'hui, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on demande, c'est la paix, la tranquillité. Que les choses se fassent vraiment dans le calme, dans la justice, dans la droiture. C'est tout ce qu'on demande. C'est-à-dire, la CEI qui est supposée faire les élections, qu'on révise vraiment tout dans leur système là, afin que tout le monde soit content, que tout le monde voit que vraiment les choses sont claires. Les gens qu'on a enlevés, on les enlève, les gens qu'on doit ajouter, on les ajoute. Et ainsi, l'audit est fait. Et ainsi, on met le nom de ceux qui veulent se présenter tranquillement pour que le plus populaire gagne. Et puis on passe à autre chose dans la paix. Tranquillement. Et M. Ouattara va venir à la fin donner les dossiers à celui qui a gagné. Et puis on passe à autre chose. Mais lui-même, si Aziz a dit il peut pas. Il peut pas. C'est une solution, c'est no way. Il se présente, le pays est gâté. Il ne se présente pas, lui-même il est gâté. Mais bref, on vous dit simplement qu'il faut faire en sorte que les choses se passent de façon douce, tranquille, sur la base de la justice. Et les choses iront bien. Mais si vous voulez insister, vous les aider dans vos bêtises là, c'est à vos risques et périls. Et sur ce, j'en ai fini pour aujourd'hui. Basta. Peace out.